Okay, c'est donc une première pour Aqius dans le format d'aujourd'hui, cette conversation que nous allons mener. C'est une première, on est habitué à innover et donc aujourd'hui on a voulu trouver un nouveau format pour prendre le relais sur déjà des informations qu'on a données à plusieurs reprises et qui concernent un investissement massif qu'on a lancé déjà il y a plusieurs années et qui a fait l'objet d'une communication importante à l'occasion de la dernière COP 21. Cet investissement, cette innovation s'appelle Storash. Storash, c'est ce qu'on a appelé le nouveau standard hydrogène pour la mobilité d'aujourd'hui. Alors, en quelques mots, je vais rappeler ce dont il s'agit. Storash, au cœur de cette innovation, il y a ça. Et ça, c'est quoi? C'est de l'hydrogène pour faire rouler des véhicules, comme par exemple ce scooter ici présent. Faire rouler ces véhicules sans aucune pollution, qu'elle soit sonore, qu'elle soit des émissions toxiques ou qu'elle soit bien sûr du CO2. Et l'innovation tient dans le fait que l'hydrogène est ici stocké dans un solide, ce qui en fait une cartouche parfaitement inerte et qui règle en grande partie les problèmes de sécurité. Ensuite, l'innovation consiste dans le fait que ce solide est à l'intérieur de cette cartouche, de cette canette qui pèse un peu moins de 2 kg. Et cette canette d'un peu moins de 2 kg, elle est manipulable très aisément par l'usager et elle peut être cliquée d'un simple clic dans ce scooter ou dans toute autre forme de mobilité. Mais qui plus est, cette cartouche peut être disponible dans des distributeurs aussi simples que des distributeurs de soda localisés au coin de votre rue et cette cartouche peut même être livrée à domicile. C'est un carburant nouveau qui est connecté au sens des objets. C'est une cartouche qui est rechargeable un nombre très très important de fois, donc ce qui en fait le caractère complètement innovant. Mais au-delà de cet objet innovant en tant que tel, on est bien conscient aujourd'hui que ce produit, premièrement, est une rupture en matière d'accès à l'énergie, puisqu'on va totalement déconnecter l'accès au carburant traditionnel de ce qu'on a connu depuis 150 ans avec le pétrole, c'est-à-dire les stations-service, dès lors que ce produit sera disponible de manière beaucoup plus facile. Deuxièmement, on est bien conscient qu'on est en train d'adresser une mobilité totalement en rupture, puisqu'on va maintenant pouvoir quasiment traiter cette mobilité par abonnement, tel que les forfaits de téléphonie mobile nous y ont habitués depuis quelques années. Et enfin, on est ici en train de définir un nouveau standard d'énergie, puisque cette cartouche sera à la fois standard pour différents types de véhicules, ce scooter, mais aussi un bateau, peut-être des petites voitures, etc., etc., mais aussi peut rendre des services au niveau de l'accès à l'énergie domestique, c'est-à-dire à l'intérieur des bâtiments, sur la base de la même cartouche. Et donc, au fond, en réalisant finalement la force de ce projet, on avait envie aujourd'hui de prendre un petit peu de recul et d'organiser une conversation pour essayer de voir comment est-ce que ce type d'approche pouvait s'inscrire dans les tendances plus macroéconomiques et scientifiques qui sont celles du monde d'aujourd'hui. Alors, pour avoir cette conversation, on a l'immense plaisir aujourd'hui d'accueillir Anne Hannesland, qui est scientifique. Elle est norvégienne et elle nous fait l'honneur de travailler en France au CNRS. Elle est chercheuse, elle est spécialisée dans les plasmas froids. Elle est responsable d'un laboratoire à l'école polytechnique. Et qui plus est, ce qui est intéressant pour nous, c'est que Anne est également directrice générale d'une start-up. Une start-up qui est née sur les idées développées en recherche fondamentale il y a déjà plus d'une quinzaine d'années. Et donc, elle aura l'occasion de nous parler de cette expérience plus tard. Et puis, à ma droite, Eric Heyer, qui est directeur à l'OFCE, professeur à Sciences Po, et qui est un économiste, à qui d'ailleurs je vais adresser ma première question. Alors, quand on parle de mobilité, de transition énergétique, Eric, il est clair qu'on a bien le sentiment qu'on est inscrit dans le dernier rapport royal Macron sur la nouvelle France industrielle, dans lequel la mobilité occupe une place de choix. Moi, ce que j'aimerais, c'est connaître votre réaction par rapport à notre démarche, dans un cadre bien sûr national, mais aussi européen, et je dirais même d'un point de vue mondial. Oui, parce que ce qui est intéressant, effectivement, c'est que c'est la microéconomie. Vous êtes une entreprise, mais qui s'inscrit vraiment à l'intersection des deux grosses problématiques chez les macroéconomistes aujourd'hui. Donc, il y a la COP 21, j'y reviendrai, mais il y a aussi l'autre grosse problématique qui est ce qu'on appelle la stagnation séculaire. C'est-à-dire que chez les économistes, notamment anglo-saxons, un peu moins en Europe, bon, mais ça vient, on est toujours un peu en retard,
on se pose la question de la croissance demain, c'est un peu terminé. Ou en tout cas, il y a une décélération assez notable. Alors, pour des raisons un peu diverses. La première raison, ça c'est un économiste qui s'appelle Gordon qui nous explique que c'est vraiment du côté de l'innovation. Il n'y a plus assez d'innovation aujourd'hui pour alimenter la productivité de demain et donc la croissance d'après-demain. Et donc, sans grappe d'innovation, il ne peut pas y avoir de croissance demain. Et puis, l'autre courant qui est du côté de la demande, il y a toujours offre-demande, qui est plutôt celui de Larry Summers. Mais il y a Thomas Piketty, un Français, qui est bien dans ce courant-là, et qui nous explique que c'est pas, il y a peut-être des problèmes d'innovation, mais il y a aussi un problème de demande, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le capitalisme a développé trop d'inégalités. Et avec ce développement des inégalités, il y a un moment, les riches arrêtent de consommer parce qu'ils ont saturé leur consommation, et puis les plus modestes n'ont pas accès à la consommation. Et donc, à moins de les surendetter, il n'y a plus assez de consommation pour nourrir ces grappes d'innovation et donc tout ça s'entremêle. Et donc ça, c'est le premier débat. Et je reviendrai sur votre sujet parce que vous voyez qu'il y a un deuxième, l'autre grand axe, c'est, vous l'avez dit, la COP21. En fait, c'est l'idée de dire, même s'il y a peu de croissance, ce peu de croissance-là n'est pas soutenable, non pas à cause d'un problème de finances publiques, mais un problème d'environnement. C'est-à-dire que globalement, elle est basée sur un mode de production qui va faire que, globalement, on va détruire la planète, ou en tout cas que le réchauffement climatique va avoir une incidence très forte sur la faune, la flore, la population, mais aussi sur l'économie. Et il y a une étude passionnante qui est sortie dans Nature il y a quelques mois qui montre qu'il y a des rendements décroissants à ce réchauffement climatique, c'est-à-dire que dans un premier temps, ça peut même augmenter la productivité, mais au bout d'un certain temps, lorsqu'on a dépassé un certain seuil de réchauffement climatique, les rendements sont décroissants. Et le problème, dès que vous avez cette idée de non-linéarité, c'est que c'est complètement inégalitaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous voyez, dans les pays européens, le réchauffement climatique aura moins d'incidence que dans les pays où il fait déjà plus chaud aujourd'hui. Et ce sont les pays qui ont peu de développement. On pense notamment à l'Afrique ou certains pays de l'Asie. Et donc, vous voyez que là, on est à la fois sur un manque d'innovation, une production qui n'est pas basée sur l'environnement, et sur les inégalités, et on sait que la mobilité, les inégalités, tout ça est croissant. Donc on voit bien que ce genre d'innovation, alors c'est très micro, bien sûr, qu'il va falloir, vous n'allez pas tout résoudre les problèmes macroéconomiques avec... Pas tout de suite. Etc. Mais on voit bien qu'on est vraiment dans l'axe de demain, c'est-à-dire qu'on cherche justement des innovations qui provoquent des ruptures, qui permettent d'avoir une croissance plus soutenable, et cette croissance plus soutenable, elle va limiter les inégalités, et en limitant les inégalités, il y aura plus de croissance, donc plus d'innovation. Et peut-être que c'est comme ça qu'on arrivera à financer nos modèles sociaux, qu'on arrivera à faire baisser le chômage durablement, à donner un emploi à tout le monde. Donc, on voit bien qu'à partir d'une petite notion micro, on peut parler de la macro. Finalement, ce que votre commentaire m'inspire, c'est que on voit bien évidemment le caractère innovant de la technologie. On voit aussi le caractère green de la technologie. Et finalement, pour résoudre toujours le même problème de la poule et l'œuf, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va réussir à faire décoller cette innovation, pas uniquement sur le plan technologique, mais aussi trouver les vecteurs économiques qui vont faire que cette innovation va pouvoir prospérer. Si on y ajoute finalement le troisième ingrédient qui est comment je résous des inégalités sociales, soit à travers d'un territoire où je vais trouver d'autres usages, peut-être pas uniquement l'usage, par exemple, pour dépolluer les villes, mais aussi d'autres usages vertueux sur le plan du retour à l'emploi, par exemple, pour adresser juste des discussions qu'on a eues récemment, ou entre pays avancés et pays émergents, parce que dans des pays émergents, l'accès à l'énergie sera une autre problématique. Alors là, si finalement je résous ce triptyque, si je comprends bien, moi ça m'incite à trouver une stratégie aussi de mise en action de cette innovation en m'appuyant sur votre commentaire. Mais c'est exactement ça, vous avez tout résumé, je crois que j'ai plus rien à répéter. Là. Non, c'est parfait. Et donc alors, maintenant je vais me tourner vers Anne pour une question plus scientifique. Et là, ce qui m'amène ma question, c'est notre modèle chez Accuse depuis plus de 10 ans, qu'on a appelé le modèle de R&B. Alors, ça n'a rien à voir avec le rhythm and blues. Le R&B, c'est le Research and Business. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire dans notre manière de faire les choses? C'est d'aller au plus loin possible chercher l'innovation dans la recherche, y compris en allant taquiner la recherche fondamentale, et c'est là-dessus que j'aimerais avoir votre réaction, tout en entretenant sur le plan du business des relations avec des grands opérateurs qui seront les industriels de demain, en les évangélisant très tôt et en les associant très tôt à la réflexion pour pouvoir
derrière accélérer finalement la mise sur le marché. Et donc, de par votre travail au CNRS et aussi votre expérience de patronne de start-up, j'aimerais bien avoir votre réaction par rapport à l'ensemble de ces innovations. Qu'est-ce que ça vous inspire et par rapport aussi à votre parcours personnel? Moi, je trouve que c'est une très bonne stratégie de coupler la recherche et le business. Ça manque aujourd'hui et ça manque pour accélérer l'innovation. Je veux rebondir et éclairer un peu comment on va faire les innovations. C'est quoi les briques pour faire les bonnes innovations qui fait les ruptures. Donc, il faut 3 briques. Il faut les connaissances et il faut la capacité de comprendre les connaissances et coupler les connaissances de différents domaines et les mettre ensemble. C'est une manière de décloisonner en fait les différentes connaissances, de ne pas les laisser dans des trop silos trop isolés les uns des autres, pour qu'à terme on puisse en synthétiser quelque chose de valable et d'utile. Donc il faut les gros experts qui connaissent et qui créent les connaissances, et il faut aussi les gens qui peuvent comprendre et mettre ensemble. Et le 3e brique, c'est qu'il faut faire ça dans le bon temps. Il n'y a pas... Par exemple, si on regarde l'iPad, les innovations d'iPad arrivaient beaucoup avant l'utilisation d'iPad. Ce n'est pas la peine de les lancer avant qu'on est prête. Et je peux aussi donner un exemple dans mon parcours, par exemple. Donc, nous, on est en train de monter un start-up sur l'innovation très spécifique et très rupture dans le monde spatial. On va vers les tout petits satellites qui est miniaturisé en % taille par rapport à l'existant. Et on va faire les grosses constellations et ces constellations peuvent permettre, par exemple, à faire de suivre le trafic aérien, par exemple, au-dessus de la mer. C'est-à-dire, en fait, c'est des satellites un peu boîte à chaussures, c'est ce que vous m'avez expliqué. Et quand on va réussir à les motoriser grâce au plasma froid, on va avoir des briques qui vont pouvoir s'assembler dans l'espace. Et donc, c'est là que votre innovation et votre recherche fondamentale a conduit à des applications absolument extraordinaires. Et si on regarde comment on arrive à faire cette innovation, c'est grâce à toutes les recherches qui étaient faites dans les 90-2000 sur un domaine qui est complètement différent que spatial aujourd'hui. C'était dans les gravures pour les semi-conducteurs. Donc moi, j'ai couplé les connaissances de gravures semi-conducteurs avec les technologies spatiales aujourd'hui. Et comme ça, on fait une rupture et on peut motoriser maintenant les petits satellites. Et on peut faire les grosses constellations. Donc pour nous, pour une start-up comme nous, par rapport à un projet comme celui-là, aller investir en amont, y compris dans la recherche fondamentale, c'est aller chercher la vague très loin du rivage pour être sûr de bien surfer la vague et plutôt que de se prendre le rouleau une fois qu'il est déjà sur le coin de la figure. Oui, comme tu dis. Et par ailleurs, décloisonner les différents métiers de la recherche, être capable de faire dialoguer ensemble différents scientifiques, c'est une vertu qu'on doit travailler. Comme vous avez dit, très souvent, on dit que l'innovation arrive comme des vagues. Et les innovateurs, en fait, ils surfent sur les vagues qui est créée par le chercheur en fait la recherche fondamentale. D'accord, j'ai bien compris. Alors, Éric Heyer, il y a une autre question qui me taraude, c'est cette sortie de crise, cette crise, alors vous en avez un peu parlé avec la stagnation séculaire. Est-ce que finalement investir aujourd'hui, se lancer comme nous dans une aventure aussi folle, est-ce que c'est le moment de le faire? Est-ce que c'est trop risqué? La réponse est presque dans la question parce que j'ai quand même l'impression qu'on va le faire. Mais j'aimerais bien avoir votre éclairage sur ce sentiment d'aujourd'hui lié au risque, et est-ce que c'est le bon moment de le faire finalement? Si je suis un décideur politique, économique, si je suis la Banque Centrale Européenne, je dois vous inciter à le faire. Le problème aujourd'hui, c'est effectivement plus personne ne peut prendre de risques. Et donc aujourd'hui, la Banque Centrale a beau investir 80 milliards tous les mois, personne n'utilise ces 80 milliards pour essayer d'investir, etc. Pourquoi? Parce que, en économie, on appelle ça la fuite vers la qualité, la flight to quality. Plus personne ne veut prendre de risques. Les personnes prennent cet argent et préfèrent le placer dans de la dette publique, mettons. C'est pour ça que les taux d'intérêt sont extrêmement bas sur la dette publique, parce que c'est sans risque.
un État fera jamais faillite. Donc, du coup, je ne prends pas de risque. Et même si je ne gagne pas beaucoup, c'est pas grave, je garde mon capital. Et donc, ce qu'aimerait un économiste comme moi, un macroéconomiste comme moi, mais la Banque centrale encore plus, c'est que il y ait des investisseurs et qu'il y ait à nouveau un goût du risque qui arrive. Et donc, vous voyez, alors en Europe, on a inventé le plan Juncker. C'est un peu cela, c'est-à-dire se dire, vous n'arrivez pas à prendre de risque, donc on va faire un partenariat public-privé pour vous inciter à prendre ce risque. Et moi, État, je suis derrière, donc vous inquiétez pas s'il y a un risque de faillite. Alors le problème, c'est que même les États et même la Banque centrale ne veut pas prendre de risque finalement. C'est-à-dire que, attention, on joue avec de l'argent public et l'argent public commence à se faire rare. Donc, eux non plus ne veulent pas prendre de risques. Et donc, globalement, on voit que le plan Juncker, qui devait être un plan de relance de 315 milliards, vous voyez que ce n'est pas rien, finalement, n'aboutit à rien. Parce que c'est des projets qui sont déjà très rentables, qui ont accès à ces financements, et des projets qui sont un peu risqués. Les banques sont frileuses, les investisseurs sont frileux aussi, et donc... voilà. Et c'est comme ça, c'est à cause de ça que ça ne redécolle pas. Donc effectivement, quand on a un peu de courage, je pense qu'il y a des opportunités énormes. Bon, mais qui dit opportunité dit aussi risque, mais qui dit risque dit aussi gain potentiel à long terme. Mais pour un macroéconomiste, c'est crucial aujourd'hui que ce goût du risque, et cet appétit pour l'investissement repartent. Mais moi, ce que m'inspire votre commentaire, d'une part, effectivement, il faut des gens qui prennent du risque, qui aient cherché ce type de projet un peu macroscopique, qui touche à l'écosystème, qui ne va pas être uniquement le développement d'un nouvel objet. Mais ce que j'entends aussi, c'est la nécessité de réfléchir peut-être à des nouveaux outils de financement, des nouveaux profils d'investisseurs qui pourraient aller un peu plus chercher des projets plus vers scientifiques, donc que les financiers finalement changent un peu leur fusil d'épaule vers une connaissance plus fine de ce qui peut se faire dans l'innovation scientifique, et par ailleurs des scientifiques qui aient aussi le goût d'aller chercher de l'argent, d'aller faire de l'argent. Et alors, Anne, est-ce que dans les laboratoires de physique fondamentale, est-ce que les chercheurs ont envie de faire de l'argent? Est-ce que les chercheurs ont réellement le goût d'aller se dire « je vais tenter une aventure » qui finalement est aussi une aventure financière? Je l'ai fait. Mais oui, je crois que c'est partagé. Il y a bien sûr les chercheurs qui veulent, et il y a des chercheurs qui sont poussés plutôt pour la beauté des sciences, et qui ne pensent pas business. Et il faut arriver à les coupler avec le business quand même, et le faire vivre ensemble et se travailler ensemble. C'est assez important. D'accord. Et je crois que tout le financement de la recherche aujourd'hui, ça ne suffit plus. La raison, c'est que le temps de développer et de voir l'investissement de recherche fondamentale est trop long. Donc, typiquement, on dit que ça, c'est un travail d'État à faire ça. Mais les hommes politiques aujourd'hui, ils sont élus et ils sont les mêmes temps, beaucoup plus court que les investissements qu'on voit sur les recherches. Donc, ils coupent le budget de recherche. Donc, il faut investir et il faut différemment avec les recherches business, comme tu as dit. Donc, un nouveau goût de la prise de risque pour les scientifiques, mais aussi réfléchir à des nouveaux outils qui permettent de mettre en avant ces technologies. C'est ce que je retiens de ça. Et d'ailleurs, Axios lance en parallèle de son travail d'aujourd'hui un nouveau fonds d'investissement avec justement l'objectif de créer ces nouveaux outils qui pourront permettre de déverrouiller ces accès aux capitaux. Pour terminer la conversation, j'aimerais qu'on se remette dans un contexte d'évolution entre la COP21 où on a été très présent, la COP22 dans laquelle on s'inscrit. Alors on s'inscrit parce qu'on est toujours fidèle à ce qui est la transition énergétique. On est très attaché à la mondialisation et également, c'est aussi l'occasion d'aller travailler avec des pays émergents et on aura le plaisir d'être à Marrakech en novembre prochain et donc je voulais avoir votre réaction par rapport à cette démarche. La démarche, on voit bien qu'on n'a rien réglé. À la COP21, on a cru avancer, mais en fait, on n'a rien avancé. En fait, globalement, aujourd'hui, le business as usual nous indique qu'on va dépasser les 2 degrés assez rapidement. Il faudrait qu'à l'horizon 2050, il n'y ait plus de charbon, plus de pétrole et plus de gaz. Donc, vous voyez qu'on est très loin d'être arrivé à ça. Et avec les inégalités qui vont monter. Et puis, je ne sais pas, moi, quand je vis à Paris, on a pataugé dans la boue il y a quelques mois, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, dans le débat entre Rousseau et Voltaire, Rousseau a gagné, a marqué quelques buts d'avance. C'est-à-dire que globalement, on se rend bien compte que ce que l'on fait aujourd'hui,
a bien une incidence, enfin en tout cas la production de l'homme a bien une incidence sur le climat, et donc il faut continuer ce combat-là par des types d'avancées comme la vôtre. Anne, vous êtes d'accord? Ah Je oui, suis sûr. oui. Je suis sûre. Donc la COP 21, c'était les décisions. La COP 22, ce sera donc la mise en action. Et nous, on est typiquement dans la mise en action. Anne, Eric, merci infiniment. Cet entretien sera sur notre site internet dès demain. Et j'invite tout le monde à poser les questions, à faire les commentaires qu'il veut pour ajouter à ce débat. Merci. Merci.